Aujourd'hui, nous allons recevoir deux belles dames, de magnifiques dames, venues nous parler de leur projet, Espoir pour les orphelins de Côte d'Ivoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. Bonjour! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christiane, conseillère en employabilité et recruteur. Aujourd'hui, je suis sans mon binôme, Ange Michel, mon merveilleux époux que je salue. Bon, il est juste derrière la caméra. Donc, on reçoit aujourd'hui Tatiana et Karine qui portent le projet Espoir pour les orphelins de Côte d'Ivoire. Je vais donc les laisser se présenter elles-mêmes. Tatiana, Bonjour, vas-y. Christiane Bolou. Je suis Tatiana Naï. Bon matin à tous. Bonjour, moi c'est Karine Saint-Gelais. Bon matin. Vous travaillez dans quel domaine ici? Nous sommes des agents de la santé. On travaille pour le CIE Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors Tatiana, on va te demander de nous raconter ton histoire. De ce que j'ai vu sur ta page Facebook, c'est relié à l'histoire de la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002, c'est ça? Exactement, oui. D'accord, donc je te laisse nous raconter. Alors, bien avant, j'aimerais vraiment vous dire merci. Merci au travers de votre plateau, de m'avoir invité et me donner l'occasion de parler de mon histoire. Alors, on était en 2002. La guerre avait commencé au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est en décembre 2002 que la guerre a pris ma région qui est Diokwé, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous, on restait à 15 km, si j'ai une bonne mémoire, à 15 km de Diokwé, d'un village qu'on appelle Diamouin. Et les rebelles avaient pris tous les villages aux alentours, et ma famille a décidé de quitter le village pour entrer dans la ville de Diokwé. Et là, on n'est pas allé directement à Diokwé, on s'est réfugié dans un village qui était à 5 km de Diokwé, qui s'appelle Fangolo, si j'ai une bonne mémoire, et c'est là. J'ai beaucoup de nos voisins qui étaient avec nous au village, d'autres sont rentrés dans la ville de Diokwé, mais ma mère, ma grand-mère, le frère à ma mère ont refusé de rentrer dans la ville de Diokwé parce que c'était difficile d'avoir accès. Les rebelles avaient pris toutes les voies, ils avaient pris d'autres personnes en otage, et c'est là on a décidé de rester dans le village qui est Fangolo, qui est à 5 minutes de Diokwé. Et si j'ai une bonne mémoire, si je me souviens très bien, c'était un jeudi le 1er janvier 2003 à 13h. On s'est caché dans une maison. Donc vous êtes dans le village à 5 minutes de Diokwé. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? À partir de là, on a eu la difficulté à rentrer dans la ville de Diokwé parce que les voies étaient coupées. Les rebelles avaient barré toutes les voies. Ils avaient déjà pris le village. Et tu avais quel âge? Entre 12 et 13 ans. Et ta sœur? 7 et 8 ans. Alors, tu avais ta sœur sous ton aile, c'est toi qui prends soin d'elle puis qui prends cette décision-là, finalement? Non, je n'ai pas pris de décision parce qu'on était avec notre famille. Okay. Puisqu'on ne pouvait pas rentrer dans la ville de Diokwé, on s'est réfugié dans une maison. Okay. Et c'est là les rebelles. Vous êtes comme barricadés là, finalement? Oui, c'est okay. là. Ok, donc en ce moment-là, toute ta famille est présente? Oui. Ok, oui. Et vous êtes au nombre de 17, c'est bien 17 ça? personnes. Ok, tu as dit. Ok. Incluant toi et ta sœur. Ouais. Ok. Ok, et donc les rebelles arrivent et les qu'est-ce qui rebelles se passe? arrivent, on s'est réfugié dans cette maison-là. On se disait qu'ils étaient des passages. Après les passages, on allait passer par la forêt et rentrer dans la ville de Diokwé. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé là. Ils avaient entouré toute la maison. Et ils savaient qu'il y avait des personnes dans la maison
qui étaient cachés dans la maison. Ils nous ont demandé de sortir de la maison. Mais les gens avaient tellement peur, on a préféré rester dans la maison. Non, ils ont décidé de tirer. Ils ont entouré toute la maison. OK, ils ont entouré les la rebelles, maison, oui. ils ont tiré et tout. ça l'a atteint des gens de ta famille directement. Oui, OK. directement. Il y avait d'autres personnes aussi, d'autres étrangers qui venaient de d'autres villages que je ne connaissais pas. Nous tous, on était dans la maison. Et tout le monde a été touché, sauf toi et ta soeur? Oui, ouais. Il y avait un monsieur que je ne connais pas aussi, qui était avec sa famille. Sa femme était enceinte, il avait 2 de ses filles. Il a perdu toute sa famille, il restait lui seul. Lui seul. Et là, à partir du moment où tu réalises que tu es la seule avec ta soeur, toute seule avec ta soeur dans cette maison, vous avez fait quoi? Alors moi, lorsqu'on était dans la maison, j'étais assise en face de ma mère. J'étais entre ses pieds, elle avait écarté ses jambes. J'étais assise et ma grand-mère elle était avec ma petite soeur. Mais bien avant que cela arrive, je me souviens très bien, à la veille, quand je me suis réveillée, je dis à ma mère, j'ai fait un rêve, mais le rêve, il est très bizarre. C'est mieux qu'on rentre dans la ville de Diokwe pour être en sécurité. Tu l'avais comme pressenti oui, un peu. Et dans le rêve, j'ai vu que ma mère, toute ma famille était morte, a été tuée. Et quand j'ai dit à ma mère, vous savez, lorsqu'on est enfant, quand on voit des choses, qu'on parle aux parents, les parents, ils ne prennent pas ça en compte. Ils ne prennent pas ça en compte. Mais le Seigneur m'avait montré ce qui devait arriver ce jour-là. Mais malheureusement, mes parents ne m'ont pas écouté. Ouais. Et vous êtes retrouvés dans la maison, On se vous êtes retrouve, tous les deux seuls. Et est-ce que vous êtes sortis, vous avez quitté? Maintenant, après les rebelles ont cessé le feu, ils ont demandé s'il y a encore des gens qui sont vivants, qui sortent de la maison. OK. Et moi, je regarde autour de moi, je me lève, j'étais baignée du sang de ma mère. Et j'ai dit, maman, j'appelle ma soeur, j'appelle mes oncles, j'appelle ma petite soeur. Personne ne répondait. Et je vois ma soeur ma grand-mère elle a reçu des balles dans sa poitrine. Donc, elle est tombée sur ma soeur. C'est comme si elle a protégé ma soeur. Elle agit comme un bouclier en fait. Oui. Et la on peut dire ta mère sur toi. Elle fait pareil aussi. Pareil sur toi. Ok. Wow, c'est vraiment touchant comme histoire. Puis à partir de là, ils ont demandé de sortir. Oui, ils ont demandé qu'on sorte de la maison. S'il y avait des gens encore qui étaient en vie, de sortir. Sinon, ils allaient continuer à tirer sur la maison. Et c'est comme ça, je sors, je prends la main de ma soeur. On sort de la maison. Même. Et quand nous sommes sortis, j'ai vu tellement de rebelles qui avaient des fusils, des calages. Et ils nous ont demandé de se coucher. Et le monsieur qui est resté, lui aussi nous a suivis. Ils nous ont demandé de se coucher par terre. Et c'est comme ça, on s'est couché. Parfait. Puis ça, c'était pour vous embarquer éventuellement ou... Ben, disons que quand j'étais très jeune, j'étais belle et je venais des vacances aussi. Donc, imagine un peu, j'ai pris du poids, tout ça. Et il y avait l'un parmi eux qui, quand il m'a vue, il m'a dit, elle, je vais la prendre pour épouse. Je vais la mener amant. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là. Avant de continuer ton histoire, j'aimerais quand même féliciter ton courage. Parce que moi, à ta place, je ne serais jamais sortie de cette maison-là. J'aurais préféré qu'il tire encore et qu'il m'ait, plutôt que d'aller me livrer et de les avoir en face de moi. Je loue vraiment ton courage. T'es magnifique. La lionne en toi a pris la main de ta sœur, sortie de la maison. Je dirais seulement c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Parce que je savais déjà que mes parents étaient déjà partis. Et ma soeur, elle est restée là. Ben, pourquoi pas ne pas sortir? Et voir son peu. Voir, comme et c'est comme ça on est sortis. Ils sont rentrés dans la maison pour voir s'il y avait des gens encore qui étaient en vie, d'autres personnes. Et ils ont vu que tout le monde a été tué. Et là,
C'était vers les 13h, 14h. Ils nous ont gardés là, baignés dans le sang de mes parents. Ils nous ont gardés là. Et dans le village, il y avait une grande boutique qui était là, une épicerie qui était là. Ils m'ont demandé d'aller avec eux pour aller chercher la nourriture parce qu'ils allaient passer la nuit là avant de rentrer dans la ville de Diokwe, attaquer Diokwe. OK. Mais avec vous? Avec eux? Oui, moi je suis partie avec OK. eux. Ma soeur et le monsieur étaient restés là où mes parents ont été tués. OK. C'était une grande cour. Donc ils sont Fait restés qu'ils vont là. chercher des vivres, nourrir tout le monde Oui. pour après ça repartir pour continuer pour aller affronter leur chasse. Un peu. Oui, ok. Et c'est comme ça que je suis partie avec eux. Et pendant que je partais, je regardais dans les rues. D'autres, ils étaient en train de violer des filles, ils étaient en train de violer des mamans. Il y avait une famille qui était là, qui venait, qui cherchait aussi à rentrer dans la ville de Diokwe. Ils ont tiré. Waouh. Ok. Bon. On comprend que ça te plonge dans des souvenirs, des choses que tu as dû quand même lutter pour peut-être oublier ou effacer de ta mémoire. Et si tu ne te sens pas prête à aller plus loin, on peut avancer dans la discussion. Non, mais allons-y, on peut continuer. Ok, d'accord. Donc, passé tout ça, comment est-ce que tu arrives à, on va dire, sortir des griffes de ces rebelles-là? Surtout qu'il y a un qui a marqué son intérêt pour toi. Ben, après avoir fait les commissions à l'épicerie, on revient maintenant, là même pas où mes parents ont été tués. Ils ont fait un grand feu pour préparer. Et là, quand ils ont fini, ils nous ont remis encore dans la maison, là où il y avait le corps de mes parents. Ils nous ont remis là pour passer la nuit. Et je me souviens très bien, c'était ce même soir qu'ils devaient attaquer Diokwe. Ils devaient prendre possession de la ville de Diokwe. Et ils ont dit, ben, on va vous laisser là. Quand on va prendre la ville de Diokwe, l'autre qui m'a remarqué m'a dit, je viendrai te chercher pour t'amener à Man. OK. Fait que t'espères qu'ils ne reviennent pas. Ben oui. Ouais. Donc, on est resté là, ils nous ont remis dans la maison là où il y avait le corps de mes parents. On a passé la nuit. Et cette nuit-là, ils sont allés, ils n'ont pas pu prendre possession de la ville de Diokwe. Donc, ils ont été déchus. Ils sont revenus. C'est là le monsieur qui était avec nous, qui a perdu aussi sa famille. Il a dit, il faut qu'on s'en aille d'ici, il faut qu'on s'échappe. Avant leur retour. Avant leur retour, il faut qu'on s'échappe. Ok. Il faut qu'on s'en aille. On ne peut pas rester ici. Parce que si on reste ici, moi, ils vont me tuer. Et toi et ta soeur, ils vont nous amener à Man. Fait que lui, c'est un ange un peu, là, présentement pour vous. Là. Oui, je dirais bien ça. Et c'est comme ça, il a ouvert la fenêtre à 4h du matin. Ne connaissant pas le village, je ne sais pas où aller. Il a ouvert la fenêtre à 4h du matin. Il nous a aidés à sortir de cette maison-là. Et juste à côté, il y avait une forêt qui était là. Et on est rentré dans la forêt. Sans savoir sur quoi vous alliez tomber. Non. On est rentré dans la forêt. Il a dit, sauf qu'il peut. J'ai attrapé la main de ma soeur. Toujours. On a commencé à courir. Et pendant qu'on sortait de la maison, il y avait des rebelles qui nous ont vus. Ils ont commencé à nous poursuivre. Ils ont commencé à tirer derrière nous pour nous empêcher de partir. Et dans cette forêt-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui se sont passées, mais le Seigneur a guidé nos pas. Fait que vous avez traversé la forêt le plus possible pour finalement vous retrouver où au bout de tout ça? On a passé 3 journées dans la forêt parce que c'est une forêt qu'on ne connaissait pas. Sans manger, Sans manger, sans boire, rien. dormir par terre. Dormir par terre. Est-ce que vous aviez la force pour continuer? Ben, je dirais que par moi-même, j'avais pas la force, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était là, il y avait le Seigneur qui était là, qui m'a donné la force Il faut se rapprocher. à continuer. Et aussi,
Il y a un truc qui m'a paru quand même étrange. C'est qu'on est arrivé dans un endroit le matin vers 10 heures, je pense. Vers 10 heures. Et je suis tombée dans un trou. Pendant qu'on courait, je suis tombée dans un trou. Et le monsieur a dit, je ne peux pas te laisser la partir. Je criais tellement, j'avais tellement peur. Je disais, ne me laisse pas ici. Il dit non, je ne peux pas te laisser ici partir. Ma petite soeur aussi pleurait. Et il est resté là, j'ai passé une journée dans ce trou-là. Il essayait comment pour me faire sortir de là. Mais ce beau monsieur-là, il est devenu quoi? Je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas où il est. Alors, je profite de cette occasion pour chercher ce monsieur. Je ne connais pas son nom. J'aimerais vraiment te rencontrer, ma soeur et moi, pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Je sais que toi aussi, tu as perdu ta famille. Tu as perdu ta famille, ça a été très dur. Mais le Seigneur t'a mis sur notre chemin pour nous guider. On fait un appel à tous. Si ce beau monsieur se reconnaît dans l'histoire, on aimerait beaucoup avoir de vos nouvelles. Donc, à partir du moment où tu arrives à sortir de ce trou-là, parce que, bon, tu es avec nous ici, donc tu es forcément sorti du trou. Ouais. Donc, à quel moment tu réalises que tu as ta sœur, tu deviens responsable de ta sœur? Et est-ce que c'est pas ça qui te donne la force de continuer? Parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai attrapé la main de ma sœur et j'ai commencé à courir. Donc, à aucun moment, tu ne t'es dit, sauve qui peut, et tu cours seule, parce que ta sœur de 8 ans, quand même, représente un poids, on va le dire, pour un enfant de 12-13 ans. Donc, avec elle, ça va moins vite. À quel moment tu te dis que tu devrais te sentir responsable d'elle? Ou ça a toujours été votre relation depuis toujours? Tu as toujours été protectrice envers elle? Comment? Ou c'est un déclic qui vient et tu réalises, en fait? Mais je dirais, depuis toute petite, j'ai un cœur de compassion. Et cela vient de ma mère. Parce que ma mère était comme ça. Elle pense aux autres. Et elle nous a toujours appris, l'éducation qu'elle nous a donnée, elle nous a toujours appris de s'aimer les uns les autres. Et ma petite soeur et moi, lorsqu'on était petites, on n'était pas trop d'accord. Mais je me souviens cette journée-là où mes parents ont été tués, ma maman me disait, Tati, prends soin de ta petite soeur, prends soin d'elle. Je ne serai pas toujours là avec vous, mais prends soin d'elle. Et le Seigneur nous a fait grâce, on arrive maintenant dans la ville de Diokoye, après 3 journées de marche dans la forêt. On arrive, dès qu'on a trouvé les policiers qui étaient, si je vais dire le barrage ou bien en tout cas, c'était un corridor des corps habillés qui étaient là. Et là, je suis tombée. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à l'orphelinat. Ok, les policiers vous ont recueilli. Oui. C'est le bon côté de l'histoire. Oui. Je me suis réveillée à l'orphelinat une journée après. Et quand tu te réveilles à l'orphelinat, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première des choses que tu fais quand tu ouvres les yeux? La première des choses, je réalise que j'ai perdu mes parents. C'est à ce moment-là vraiment que tu réalises. Parce que c'est comme si tu n'avais pas eu de répit avant, tu n'avais pas eu le temps de comprendre vraiment. Ça t'est arrivé et tu as couru. Tu as passé des jours et maintenant là, il fallait vraiment... C'est comme quand tu as vu les policiers, tu es tombé, c'est comme si tu avais eu un soulagement. Oui. On peut dire ça comme ça. Et tu as eu, tu t'es écroulé, tu as eu un temps de repos. Donc quand tu te réveilles, tu réalises que tes parents ne sont plus là. Maintenant, oui.
j'ai réalisé, mais c'était pas totalement. C'était pas totalement. J'avais de l'espoir que mes parents étaient en vie. Qui était juste Qu'il allait blessé. se produire un miracle. Oui, mes D'accord. parents étaient en vie. Peut-être ils ont fait semblant de mourir. Donc là, tu rentres comme dans une sorte de déni en même temps. Oui, ouais, Tu réalises par leur absence, mais automatiquement, tu tombes dans un déni. ouais. Ils vont revenir, Ils vont ils ont fait revenir. semblant. Ils vont revenir. Ok. Est-ce que tu cherches ta petite sœur? Est-ce qu'elle est à côté de toi? Oui, elle était à avec ton moi, réveil? avec le monsieur aussi. Le à monsieur l'orphelinat, aussi. parce qu'il nous Ok. il nous a pas lâchés. Ok. Le monsieur, il nous a pas lâchés. Il a été avec nous à l'orphelinat. C'est après l'orphelinat, maintenant, je l'ai perdu. Ok. Et D'accord. à l'orphelinat, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi, un peu, grosso modo? Je dirais que la ville de Dioko était tellement remplie. Il y avait d'autres personnes aussi dans mon cas qui ont perdu aussi leurs parents qui se retrouvaient là. Il y avait des grandes personnes parce qu'ils ne savaient pas où aller. OK, fait qu'ils se sont Donc retrouvés avec vous à l'orphelinat était le l'orphelinat. seul refuge Ouais, où ils c'est pouvaient ça. C'était accueillir comme ceux un qui refuge. venaient. Parce que ce n'était pas seulement les gens qui venaient aux alentours des Diokwe. Il y avait d'autres personnes qui venaient de Man, de Bangolo, des Giglo. On était vraiment assez à l'orphelinat. Alors, en étant beaucoup comme ça, subvenir à vos besoins, ça a dû être très, très difficile. Oui, très, très, très difficile. Est-ce que tu as un souvenir particulier, une histoire particulière que tu veux raconter ou t'as pas vraiment de souvenir? Ben, là, quand nous étions à l'orphelinat, il y avait le cousin de ma mère. Bon, c'est pas son cousin, si on veut dire. C'est un ami qu'elle a connu. Il a appris ce qui était arrivé. Il a dit non, je peux pas laisser les filles de Ok. mon ami à Alors, l'orphelinat. c'est cette personne-là qui vous a Ok. sorti de là. Donc, Oui, finalement. c'est lui qui est venu, qui nous a pris de là. Il m'a dit, vaut mieux que vous veniez habiter chez moi pendant quelques temps, le temps qu'on trouve autre chose. Parce que là, je ne peux pas vous laisser dans ces conditions-là. Ça a été combien de temps, l'orphelinat? 1 semaine. OK. 1 semaine. 1 semaine. Fait quand même une semaine à voir là, que ça va pas, là. Oui, oui. Manque de vivre, manque de vêtements, manque de nourriture, manque de... J'ai une petite question. Tu as baigné dans le sang de tes parents. À quel moment tu retires ces vêtements-là? Ces vêtements sont restés sur moi pendant 1 semaine à l'orphelinat. En fait, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Excuse-moi, tu vas couper ça. Excellente question. Donc, tu as fait 7 jours dans ces vêtements-là. Oui. Tu avais fait déjà 3 jours dans la forêt, Ouais. sans manger, sans boire. Et à quel moment tu prends ton premier repas après ce drame? 5 journées après. 5 journées après. Ouais. Et c'est dû à quoi? J'avais pas l'appétit. Ok. C'est comme si j'ai vécu un traumatisme. Mhm. C'est pas comme si Oui, tu as j'ai vraiment vécu un traumatisme. un traumatisme. C'est vrai que j'étais là, mais d'une part, je n'étais pas là. Mhm. Parce que moi-même, j'avais pris une balle ici. Il y a une balle qui m'a frôlé ici. Donc, j'avais le pied, déjà une cuisse enflée. Wow. 3 journées dans la forêt, Ouais. tombé dans un trou. La douleur. Des égratignures partout sur le corps. Ouais, j'imagine. Mais sinon, l'orphelinat a quand même proposé à manger. Oui. D'accord. Ils donnaient Et- ce qu'ils pouvaient. Oui, Parce qu'ils ne et- savaient pas ce qui allait arriver dans la ville de C'est ça. Dioko aussi. Et voilà, parce que ils ont sûrement une certaine dotation pour un nombre précis Oui. d'orphelins qu'ils avaient. Oui. Et là, ils se retrouvent avec le monde qui a sûrement doublé, triplé Ouais. ou même quadruplé, on ne sait pas, parce que le monde venait d'autres villes, de différentes villes et tout. Et j'imagine que ça n'a pas été facile pour eux
Est-ce que tu penses que, bon, toi qui l'as vécu, est-ce que tout le monde avait quand même de quoi se nourrir? Non. On avait un seul repas par jour. Ok. Un seul repas par jour. Parfait. Puis, si on retourne un peu aujourd'hui, tu as eu contact avec les orphelinats dans ton pays. Et tu me disais qu'ils sont encore en manque, finalement. C'est pas juste la guerre. Hein? Non, c'est pas juste la guerre. C'est pas juste la guerre. Bien avant que la guerre arrive, il y avait déjà les orphelinats. Et là, je dirais aussi, je veux revenir un peu sur quand l'ami de ma mère est venu nous chercher. On est allé chez lui. Chez lui aussi, c'était pas facile parce qu'il ne travaillait pas. Lui aussi, il avait ses enfants. Et qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je quittais, ma soeur et moi. On avait une seule robe. Une seule robe. On lavait cette robe-là. Nous deux, on lavait cette robe-là. On attendait à ce qu'elle sèche pour la remettre encore parce qu'on n'avait pas de vêtements. Et en attendant qu'elle sèche, qu'est-ce que vous aviez sur vous? Ben, un pain de la femme du monsieur. C'est-à-dire que celui-même qui a encore, avec son grand cœur, vous recueille, n'a même pas les moyens de s'occuper de vous, mais quand même, il vous prend. Ouais. Et comment ça se passe avec lui, avec ses enfants? Est-ce que vous arrivez à vous intégrer dans cette famille que vous ne connaissiez pas, qui devient maintenant les seules personnes que vous avez? Comme je disais tantôt, avant de répondre à ta question, j'avais de l'espoir que mes parents étaient vivants. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On partait là où il y avait le barrage des Corabiers. On partait là-bas attendre ceux qui venaient, ceux qui rentraient dans la ville de Duquet, en espérant que mes parents allaient arriver. On a passé 1 mois à faire ça. Et le monsieur, il ne travaille pas. Comme je l'ai dit. Il ne travaillait pas. Et c'était difficile à manger. Un seul repas aussi par jour. Difficulté à se vêtir. Lui aussi, sa famille. Donc, c'était vraiment compliqué. Et nous sommes restés là pendant 2 mois. Et ça, après ces 2 mois, j'ai dit à ma soeur, c'est là maintenant j'ai réalisé que il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir qui revienne. Qu'il fallait que tu prennes ça en main. Là. Il fallait que je prenne ça en main. Et je pense aussi que c'est sûrement ça qui t'a inspiré pour ton projet actuel, le nom Espoir pour les orphelins de Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez connaître un peu plus de ce projet-là, je vous invite à aller sur la page Espoir pour les orphelins de Côte d'Ivoire, à vous abonner, à partager l'histoire de Tatiana. Ça a été vraiment l'histoire de beaucoup d'enfants qui ont vécu la guerre, qui ont subi la guerre, qui n'ont pas demandé au final, mais c'est eux qui en ont payé le prix. Donc, sur cette page-là, elle propose son aide, elle propose d'aller les soutenir, donc leur donner de l'espoir. Voilà, donc on va continuer avec Tatiana. Donc tu as passé tout ça, après 2 mois passés chez lui, tu réalises enfin pour de vrai, on va le dire, que tes parents ne reviendront pas. Non. Et tu le dis à ta sœur. Oui. En ce moment-là, à 8 ans, est-ce qu'elle comprend ce que tu viens de lui dire? Non, elle ne comprenait pas tout. Elle passait tout son temps à pleurer. Déjà, c'est une personne de nature qui ne parle pas beaucoup. Donc, elle a renfermé toutes ces choses en elle. Toutes ces choses en elle. Je me souviens très bien me poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et où on va aller? Et à ces questions, qu'est-ce que toi, tu lui répondais? Je lui disais, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas quoi faire. Parce que réellement, tu savais pas. Parce que réellement, tu étais un enfant aussi. Oui, je savais pas où on allait être. Ok, tu ne savais pas où vous alliez être, mais finalement, où est-ce que vous avez été? Ben, après 2 mois passés à Duquet, j'ai tout fait
Je croisais d'autres amis aussi, d'autres amis d'enfance qui venaient du même village que moi, qui ont pu s'échapper de cette guerre-là. Et c'est les autres qui nous ont aidés à prendre un ticket pour la ville d'Abidjan. Abidjan, où vous aviez de la famille, ou Abidjan, où vous veniez dans l'inconnu? On est venu dans l'inconnu. Et c'est la plus grande ville, si je comprends Ouais, bien. C'est la ville principale. C'est la capitale, d'accord. On va même dire c'est la ville la plus peuplée, au final. C'est-à-dire que des enfants qui viennent de leur village. Le village c'est petit, on se connaît tous. Ouais. On ne voit pas beaucoup de visages et tout, mais quand on arrive dans la capitale, c'est autre chose. Donc vous arrivez à la gare. Ouais. C'était où? Yopougon, à Djamé. C'était à Djamé. Donc vous arrivez dans la gare d'Adjamé, vous sortez du car, vous allez où? Vous vous dirigez dans quel sens? Est-ce que vous savez même choisir entre la gauche ou la droite? Est-ce que vous savez où aller? Bon, quand on prenait les tickets pour la ville d'Abidjan, j'avais croisé un monsieur. Disons même que j'avais une grand-mère, bon, c'est l'amie à ma grand-mère, qui demeurait dans la ville d'Abidjan. Et le monsieur on a croisé à la gare pour prendre le bus pour aller sur la ville d'Abidjan. J'ai demandé après cette dame-là, il m'a dit qu'il la connaissait et il connaissait chez elle. Wow. Okay. Pause. Ouais. Là, j'aimerais j'aimerais attirer l'attention sur le fait que c'est comme si tout était disposé, synchronisé pour que vous arriviez quelque part. Ouais. Parce que tu rencontres des personnes, tu te retrouves dans une ville que tu ne connais pas, tu rencontres des personnes que tu connais à chaque fois, qui vont t'emmener quelque part encore plus loin. C'est vraiment extraordinaire comme histoire aujourd'hui. Oui. Alors, on prend l'autobus, on arrive, une journée de route, on arrive sur la ville d'Abidjan. Le monsieur me dit, je ne pourrais pas vous accompagner maintenant puisque nous sommes arrivés tard. On va aller rester chez moi, chez ma grande soeur, là où je vais passer la nuit. Et le lendemain, je vais vous conduire chez cette dame-là. OK, fait qu'il vous a apporté... Oui, encore là, il faut avoir confiance parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Alors. Mais là, deux jeunes filles. Mais là, elles n'ont pas le choix en fait. Non, on n'a pas le choix. Ouais. Ou elles font confiance au monsieur, ou elles se retrouvent dans la ville, seule. Seule. Donc, elles n'ont vraiment pas le choix. Et c'est comme ça le lendemain, effectivement, il nous conduit vers la grande-maman, si je peux l'appeler comme ça. Il nous conduit là. Et quand elle nous a vus, elle était tellement émue parce qu'elle a appris la nouvelle de ce qui était arrivé à mes parents. On a tous pleuré. Elle a dit, ben, vous n'avez nulle part où aller. Vous pouvez rester ici, chez moi. Wow. Ok. Donc là, vous avez eu un endroit où vous posez. Ouais. Est-ce que c'est définitif? Non, ce n'était pas définitif parce que là, il y a eu des rendus là. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Beaucoup de choses se sont passées. On n'était pas les seuls orphelines qu'elle a accueillies aussi. Okay. Il y avait d'autres qui sont venus de Diokwe. Elle a accueilli quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard. Est-ce qu'elle vous faisait travailler pour subvenir à vos besoins ou comment ça fonctionnait? Il y a sa fille qui réside en Europe, qui avait acheté une maison, puisque la maison elle existe encore, elle a acheté une maison. Donc sa maman restait là. Donc il n'y avait pas vraiment de pression pour ça. Mais et pour la nourriture, pour les vêtements, pour ce qui est de l'hygiène et les besoins de subsistance. Pour la nourriture, je disais tout simplement que c'était difficile. On mangeait une seule fois par jour. Et tiens-toi bien, quand on fait le repas et que tu sors et tu n'arrives pas à temps, on ne te garde rien. Ça remonte encore. C'est reporté. À 24 heures plus tard. D'accord. Et quand tu pars de cette maison-là, tu as quel âge? Quand je partais de là, j'avais 20 ans. Ah, quand même. Fait qu'on est passé donc, de 13, 14 à 20. Okay. Vraiment long. Ok. D'accord. Et
On va passer. Aujourd'hui, tu es au Canada. Comment tu as dit qu'elle résidait où déjà? Yopougon? À Cocody, en Gré. Cocody, ok. Donc de Cocody en Gré, comment tu te retrouves au Canada aujourd'hui? Ben déjà, très jeune, j'ai commencé à prendre mes responsabilités. J'ai commencé à rêver grand. J'ai commencé à avoir de l'espoir. J'ai commencé à espérer que demain sera meilleur. Et j'ai pris conscience aussi que je ne suis pas seule. Je suis avec ma petite soeur. Il faut que je prenne soin d'elle. Donc à la fois, j'étais devenue une mère, j'étais devenue un père, une confidente, une meilleure amie. Et chez ma grande tante là, en ce moment, j'étais en relation avec un homme qui a connu mon histoire, qui a eu la compassion. Il m'a dit, non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Ici déjà, chez ta grande-maman, c'est difficile pour manger, c'est difficile pour vivre. Moi, je vais vous louer un appartement, toi et ta soeur. Et il a respecté sa parole, il nous a loué un appartement. Alors, j'ai demeuré maintenant avec ma soeur. Il m'a inscrit pour la formation professionnelle d'esthétique. Ok, donc au final, tu as fait une formation. Tu sors esthéticienne. C'est un peu touchant pour moi, je trouve, parce que sans ça, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'entendre ton histoire, parce que ça va vraiment modifier la manière dont je te voyais. Et c'est vraiment important. C'est important de raconter son histoire, en fait, parce que ça peut aider des personnes qui sont en train de traverser la même situation actuellement. Comment tu te retrouves au Canada? Ben là, après ma formation professionnelle, j'ai encore fait une autre formation d'infirmière auxiliaire. Après 2 ans encore de formation, j'avais postulé partout pour avoir un emploi, mais c'était en vain. Et en son temps, j'avais une cousine qui est maintenant à Montréal, qui demeurait au Maroc. Elle m'a dit, Tatiana, écoute, c'est difficile de trouver un emploi là-bas. Moi, je voudrais que tu viennes ici au Maroc. Et c'est là qu'elle m'a encouragée, elle m'a donné des idées, elle dit, viens, je vais chercher comment faire une famille. Et quelques temps plus tard, elle m'a dit, non, j'ai une dame que je connais bien, que je fréquente. Elle a son père qui est malade, qui demeure à la maison, elle est là en Europe. Elle cherche quelqu'un, une infirmière pour prendre soin de son père, pour assister son père. Et c'est comme ça, j'ai fait asseoir ma soeur, j'ai dit, ben, moi je vais quitter la Côte d'Ivoire. Je vais aller au Maroc. Là-bas au moins, je suis sûre d'avoir un emploi et prendre soin encore de nous deux. Alors tu pars avec ta soeur? Non, je suis pas sans sa sœur. Je suis sans sa allée sœur, seule. mais elle va envoyer de l'argent à sa sœur. Donc au final, la sœur que tu as toujours attrapée, dont tu as toujours attrapé la main, aujourd'hui tu lâches sa main. Est-ce que ta sœur s'en sort sans toi? Ben, c'était pas facile. Avant de quitter Abidjan, j'ai tout vendu déjà. Mon copain et moi, on ne s'attendait plus. Donc, j'ai tout vendu. J'ai dit à ma soeur, je vais aller rester chez une amie. Et quelques mois plus tard, si le Seigneur fait grâce, je vais te faire venir au Maroc. Et c'est comme ça, on a tout vendu. On a partagé l'argent. Je suis allée la laisser chez cette amie-là. Et c'est comme ça, moi, j'ai pris l'avion pour le Maroc. Puis tu pars seule? Je pars seule. Parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. C'est vrai que j'ai une cousine que je connais, qui est là-bas, qui demeure là-bas. Donc, je ne pouvais pas prendre le risque d'amener ma soeur. Mais au moins, tu as une promesse d'emploi. Oui, une promesse d'emploi. Un nouvel espoir. De toute l'histoire que tu nous as contée jusqu'à présent, on a senti beaucoup d'âmes bienveillantes t'accompagner. Que tu le veuilles ou pas, tu tombais toujours sur, on va dire, de bons samaritains qui t'ont emmené à avancer.
Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est... On te sait très impliqué dans la vie de l'Église. Est-ce que c'est pas ça qui a bâti cette foi-là que tu as en Dieu? D'où est-ce que tu te rends compte que peut-être que c'est Dieu qui t'a guidé tout ce temps-là? J'arrive au Maroc, en fin de compte, je n'ai plus obtenu le boulot, le monsieur est décédé. Alors ma cousine m'héberge, elle me dit, ben, si tu n'as pas obtenu le boulot, tu vas travailler à la garderie où moi je travaille pour subvenir à tes besoins. OK. Et là, je suis devenue une nounou, m'occuper des enfants. Et pendant ce temps, je me souviens très bien, j'avais eu un mal. À chaque fois que je partais à l'hôpital, je faisais des échographies. On me disait toujours que c'était un kyste ovarien. On me donnait les traitements à faire. Et j'ai fait ces traitements pendant 1 an. 1 an, je n'ai pas eu bien de cause. Le mal persistait, continuait toujours. Et c'est là que j'ai changé de gynécologue. Je prends un rendez-vous avec un autre gynécologue qui me dit maintenant que le kyste, si je ne le perds pas dans 2 mois, il va se transformer en cancer du col de l'utérus. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, cette affaire c'est sérieux. Et moi j'ai dit au médecin, moi dans ma famille, il y a personne qui s'est opéré et moi, je refuse de m'opérer. Je reviens à la maison, je rentre chez moi là, dans ma chambre, je m'assois sur mon lit, je regarde en haut, je regarde en bas, je vois que je suis vraiment orpheline. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à appeler Dieu. C'est vrai que on dit tu guéris, on dit tu es le père de l'orphelin. Moi, je veux te voir. Je veux te voir. J'ai parlé comme ça, j'ai pleuré. Et le lendemain, j'ai une amie qui me dit, Tatiana, elle m'appelle, me dit, Tatiana, je viendrai te chercher à 15h. On a un programme chez nous à l'église. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu de Londres. Viens avec moi, je t'invite. J'ai dit, elle dit non, viens-t'en, Tatiana. Et c'est comme ça, elle est venue me chercher vers les 19h, on est parti dans son église. Et le serviteur de Dieu me dit, pendant qu'il priait, il me dit, pas moi, mais il disait que ceux qui sont malades, qui ont un mal quelconque, qui viennent en avant. Et moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi, je ne veux pas mourir. Si tu es vraiment un Dieu qui guérit, alors montre-le-moi. Je suis allée en avant et le serviteur de Dieu a dit, là où tu as mal, impose-toi les mains, je vais prier pour toi. C'est vrai que je doutais dans mon cœur, mais par la foi, je suis allée. Je rentre à la maison et c'est là, le Seigneur m'a visitée. J'ai été libérée de ce mal. Alors, à partir de cette soirée, là où le Seigneur m'a visitée, j'ai eu ma guérison. C'est pourquoi le Seigneur, il occupe une grande place dans ma vie. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce de croiser mon époux et je suis venue le rejoindre au Canada. Wow. Vraiment, félicitations pour ton parcours. Et donc, aujourd'hui, Tatiana vit au Canada. Après tout ce qu'elle a vécu, après toutes les difficultés qu'elle a dû traverser, elle se retrouve au Canada. Et à partir de quand naît Espoir pour les orphelins de la Côte d'Ivoire? Alors, l'idée m'est venue depuis étant petite. C'était des idées que je nourrissais depuis l'enfance, après mon vécu à l'orphelinat, la misère que j'ai vue là-bas. Je me suis dit, je vais retourner dans mon pays, retourner en Côte d'Ivoire. Mais je ne pourrais pas retourner bréduit, je ne pourrais pas retourner sans apporter quelque chose. Et c'est alors le Seigneur m'a inspiré à lancer un appel
un appel des personnes de bonne volonté, ceux qui ont la compassion, qui veulent vraiment apporter quelque chose dans la vie de ces enfants-là. J'ai pu voir votre vidéo de mobilisation pour des aides. Dis-moi un peu comment tu rencontres Tatiana et comment tu épouses cette vision-là qui est là. Ben en fait, moi j'avais quitté le CIUS et je suis revenue cet été et j'ai tombé dans cette merveilleuse équipe où était Tatiana et vous comprenez pourquoi je suis tombée en amour. C'est mon coup de cœur, mon petit coup de cœur 2024. Tout ce qu'elle est, tout son sourire, tu sens qu'il y a du vécu en arrière de ça. Puis là, c'est la première, je viens vraiment d'approfondir son histoire avec vous. J'étais pas au courant du complet. Mais vraiment, là, ça m'a vraiment touchée depuis le départ. Voyager aussi, ça m'intéresse et j'ai aussi un rêve d'enfance que je veux vraiment réaliser dans le côté humanitaire. Fait que là, je rejoins un peu les deux. Un peu de plaisance, un peu d'humanitaire. En plus, avec mon ami, ben, je trouve ça super intéressant de voir un coin que j'aurais jamais pensé aller. Je dis, dans la Côte d'Ivoire, tu sais, on va penser aller dans le Sud, on va penser aller en Europe, mais aller en Côte d'Ivoire, wow! Ça me donne cette opportunité-là, vraiment, d'aller visiter un coin que jamais, peut-être qu'il me serait venu à l'idée. Alors, oui. Et tu ne vas vraiment pas regretter parce que les Ivoiriens disent Abidjan est le plus doux au monde. Et ça a l'air que c'est les plus belles plages. Oui. Ah oui. Oui. J'ai vraiment hâte. Ok, donc est-ce que tu es la seule personne finalement qui a rejoint ce projet-là? Non, parce qu'on a Jessica, une fille avec qui on travaille, Jessica Laforêt, qui a participé pour la page Facebook, qui a aidé pour le GoFundMe, qui a vraiment écrit le texte avec Tatiana, qui a vraiment été d'un bon support. Elle n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, cause de maladie, mais sinon, là, elle serait ici avec nous. Ok, donc comment vous décidez d'apporter votre soutien aux orphelins? Au final, est-ce qu'il faut faire des dons matériels ou financiers? Essayez de nous expliquer un peu comment ça va se passer en vrai. En vrai, un coup là-bas, on va vraiment voir c'est quoi les besoins, je pense, c'est ce qu'on s'était dit. Parce qu'on ne peut pas apporter de matériel à cause du dédouanage qui coûte très cher, comme on expliquait dans la première vidéo. Alors, je pense que des dons en argent, c'est l'idéal, qu'on va mettre sur une carte Visa, qu'on va pouvoir apporter avec nous. Ouais. Ça va être ce qu'il y a de plus simple pour acheter directement là-bas. On va faire des vidéos, on va montrer ce qu'on a fait, on va montrer les montants, on va donner du concret là, pour s'assurer que les gens voient vraiment ce qu'on a fait avec cet argent-là. Ok. Et dans quoi est-ce que vous voulez vous tourner concernant les dons? Est-ce que c'est des dons en vivres? Est-ce que c'est des vêtements? Est-ce que c'est des produits d'hygiène? Parce qu'on sait aussi qu'il y a un petit souci d'hygiène. Peut-être plus nourriture, hygiène qui était plus problématique. Alors au départ, quand j'avais commencé le projet, j'ai voulu amener les vêtements, comme Karine l'a dit tantôt, amener les vêtements par la douane. Parce que c'est ça qui était vraiment marquant dans ton histoire. Oui. Passer une semaine dans des vêtements usés, souillés. Oui, c'est ça, donc je suppose que c'est relié à ton histoire. Donc j'ai vu aussi qu'on n'avait pas assez de temps pour gérer toute la logistique. Tout ça. Et là, je suis rentrée en contact avec 2 orphelinats en Côte d'Ivoire. Ok. Pour savoir un peu quels sont leurs besoins. Et ils m'ont dit, le besoin primordial, c'est la nourriture. On n'a pas à manger. Les enfants ont vraiment la misère. Et c'est ainsi, dit, au lieu d'amener les vêtements qui ne vont pas combler leurs besoins, pourquoi pas ne pas lancer un appel pour recueillir des dons en argent et arriver sur place pour aller répondre vraiment à ces besoins. Et je veux vraiment spécifier que les dons, c'est pas pour le billet d'avion, c'est pas pour le voyage, c'est vraiment juste pour la nourriture et ce qu'on va faire là-bas pour les orphelins. Ok. Sinon, tout le reste est pris en charge. Tout le reste est pris en charge même. Ok. Est-ce que vous avez des objectifs précis à atteindre pour cette collecte de fonds? On avait 3 000.
Ouais. Mais on est déjà rendu à 1100. 1100, oui, 1100. Fait que je pense que d'ici le mois d'avril prochain, on pourrait même dépasser cet objectif si tout va bien. Là. D'accord. Et une fois que l'objectif sera dépassé, est-ce que vous allez peut-être étendre à un 3e orphelinat ou Oui, est-ce que c'est un pourquoi pas? projet Oui, de faire du bien à plus de personnes ou de faire du bien plus longtemps au même? Donc, est-ce que vous en avez déjà parlé, vous avez déjà évoqué? Oui, mais pourquoi pas 3 orphelinats, même 4 ou 5? En fonction de ce qui sera rentré, en fonction des dons. Oui, c'est comme les dons qu'on va recevoir. Ok. Donc, je vous laisse faire un appel directement, parler aux personnes qui vont suivre cette vidéo, invitez-les directement à vous suivre sur vos réseaux et à participer. Donc, je vous laisse faire. Alors, moi et Tatiana, on vous invite vraiment à nous suivre sur la page Facebook, sur le GoFundMe, sur les prochaines vidéos aussi, les regarder, les passer, donner des dons. Pour qu'on puisse atteindre notre objectif d'ici 2025, pour qu'on puisse finalement réaliser son rêve. Amen. Alors, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui, depuis le premier jour, qui ont répondu. Merci à notre chef, Jessica Laforêt, à tous mes collègues qui ont fait parler leur cœur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire aussi à un orphelin, à une orpheline, c'est vrai, tu peux perdre maman, papa, mais ne dis pas que c'est fini. Non, rien n'est fini. La Bible dit que Dieu est le père de l'orphelin. C'est lui qui soutient l'orphelin. Il est l'abri d'un orphelin, le défenseur de l'orphelin. Alors, si tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, rien n'est fini, ça ne fait que commencer. Regarde-moi aujourd'hui, je pouvais me prostituer, je pouvais voler, je pouvais me droguer. Mais le Seigneur n'a pas voulu et Dieu a glorifié son nom dans ma vie et dans celle de ma sœur. Alors je continue toujours à lancer l'appel pour ceux qui me connaissent, ceux-là mais qui ne me connaissent pas et qui ont à cœur à soutenir l'orphelin, à venir au secours de l'orphelin. Ne dis pas que j'ai pas de millions, j'ai pas d'argent à donner, mais le peu que tu donnes peut donner un sourire à un orphelin, à une orpheline. Alors je t'encourage à participer. Même $20, $30, $40, c'est déjà assez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont participer à ce projet-là. Et je peux vous dire que votre don ne sera pas vain. Comme elle l'a dit, ça va donner le sourire à un orphelin, ça va lui donner de l'espoir. Alors, j'ai vraiment été ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci aussi à vous. Vraiment, Merci Tatiana, ton histoire m'a vraiment touchée parce que moi, c'est vrai que j'ai vu cette crise-là, mais je ne l'ai pas vécue d'aussi près et j'ai jamais été en contact avec quelqu'un qui l'avait vraiment vécu. Donc, je comprends maintenant ton combat pour ces orphelins-là parce que c'est une histoire qui te touche particulièrement. Et tu nous as, durant tout cet échange, tu nous as transportés. On s'est vraiment senti comme en toi. On s'est senti comme à côté de toi. On s'est senti comme en train d'attraper la main de ta sœur à chaque fois que tu l'évoquais. Et c'est vraiment une histoire qui nous a parlé, même si on ne l'a pas vécu personnellement. Donc, j'aimerais vraiment encourager tout le monde à participer au projet. Et pour la causerie, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!